Bonjour. Jean-Claude Fioux, dans la revue Que sais-je, l'inconscient. La découverte de l'inconscient remonte à Leibniz, théorie des petites perceptions dont nous n'avons pas conscience. Bergson parlait d'une tâche future de l'exploration de l'inconscient, sous-sol de l'esprit. En 1900, Freud et l'interprétation des rêves dévoilent les structures psychiques inconscientes. La psychanalyse, psychologie des profondeurs. Ce sont les résultats expérimentaux qui ont pris en flagrant délit l'existence d'idées de souvenirs inconscients, preuve d'une vie psychique inconsciente en révélant son action causale sur le conscient, des états psychologiques conscients inexplicables. Des actes physiques, mouvements, des opérations mentales, motivations, mécanismes associatifs ou dissociatifs, sont soustraits à la lumière de la conscience. Utilisez le terme inconscient à titre d'adjectif et non substantif. Plan historique pour saisir les filiations qui relient les découvertes successives. La racine des thèmes freudiens dans les expériences faites après 1880 à l'école de la Salpêtrière de Charcot ou par Bernheim à Nancy. Avant, une philosophie de l'inconscient dans les recherches de von Hartmann. L'inconscient avant Freud, philosophe précurseur et travaux empiriques, puis les déterminations freudiennes de l'inconscient, enfin les répercussions et les modifications. Le post-kantien Schelling, Hegel, Schopenhauer. Deux systèmes de philosophie de l'inconscient, Carl Gustav Carusse et von Hartmann. L'absolu de Schelling, l'idée de Hegel et la volonté de Schopenhauer. Le point commun est de concevoir le monde, la nature comme le produit ou le développement d'un principe. La philosophie de Schopenhauer exposée en 1818 dans Le monde comme volonté et comme représentation. Le monde en son essence et volonté, force irrationnelle et active, force agissante, dynamisme, que nous sentons à la racine de notre être, infinité de degrés, toute force de la nature et volonté, minéraux, végétaux, animaux. L'homme est l'objectivation de la volonté, volonté sans conscience, primat de la volonté sur l'intellect, la connaissance, la raison, au service de cette force. Nos décisions libres sont la manifestation de notre volonté essentielle. L'intellect est tout à fait étranger aux résolutions de la volonté. La joie intense qui nous inonde révèle notre volonté attachée à ce plan. Le maître, c'est la volonté, le serviteur, c'est l'intellect. L'homme peut ignorer les motifs véritables de ses actions. Carl Gustav Carusse, l'inconscient semble un principe divin. L'inconscient est l'expression subjective désignant ce qu'objectivement nous connaissons sous le nom de nature. Identité du tréfonds de toute existence. Le sentiment recourt à l'inconscient, le rêve est l'irruption même de l'inconscient dans le conscient. Carusse, la connaissance de la vie psychique consciente a sa clé dans la région de l'inconscient. Hartmann, système de spéculation métaphysique, panthéisme hegelien où l'inconscient représente l'âme universelle. L'un tout qui apporte au sein de la nature une logique immanente. L'inconscient intervient dans le processus de la vie organique et l'activité consciente repose sur une activité inconsciente. Il y a un psychisme de l'organisme et c'est l'inconscient, exemple les réflexes. La nutrition demande l'action dirigeante d'un principe psychique, intervention intelligente d'une volonté. L'inconscient gouverne les sentiments. L'amour est un vouloir poursuivant un but sans conscience. La découverte géniale est le fruit de ruminations inconscientes. En 1880, Edmond Colsonnet, chaque fait conscient plonge ses racines dans l'inconscient. L'expérience était apte à fournir une détermination scientifique de l'inconscient. Les milieux médicaux s'intéressent à l'hystérie et l'hypnotisme est à la mode au milieu du XIXe siècle. Observation de la dissociation de la personnalité. Pierre Janet en 1889 sur l'automatisme psychologique. Binet en 1892, les altérations de la personnalité
Ribot en 1884, les maladies de la personnalité, Charcot en 1890, les maladies du système nerveux. Ils étudient l'hystérie. Ils conçoivent cette méthode et cette névrose comme une maladie psychique. Ils regroupa à l'école de la Salpêtrière, Janet et Binet. Bernheim à Nancy, thérapeutique hypnotique en 1886. Symptômes, stigmates, troubles intellectuels, amnésie, convulsions, hystérie. Charcot attribuait l'hystérie à l'autosuggestion. Point de vue repris par Bernheim, Babinski et Janet. Conflit affectif inconscient, symptômes dits de conversion. Marcher, s'asseoir, tourner la page d'un livre sont l'aspect inférieur d'inconscience. Il arrive que le bras d'un hystérique soit anesthésique. L'expérimentateur cache le bras et place un crayon dans la main et une feuille de papier. On suggère les mots et le patient écrit automatiquement des pages entières sans le savoir consciemment. Il ignore que sa main écrit. Ce phénomène enseigne une activité inconsciente qui découle d'une intelligence consciente. Avec Janet, la distraction produit l'inconscient. Les hystériques se laissent facilement distraire. Leur maladie est une distractivité infinie. Ils oublient l'expérimentateur quand il parle à une autre personne. L'expérimentateur oublié prononce des mots à voix basse et l'hystérique exécute comme maître la main sur la tête sans savoir ni pourquoi ni comment. Ce sont des manifestations inconscientes. Pour Binet, les médiums sont des individus qui donnent libre voix à leur personnage inconscient. Le somnambulisme, conduite globale de l'individu, est son segment de conduite qui se déroule en l'absence de toute conscience. Les états hypnotiques produits de la suggestion, expérience portée sur les hystériques étant donné leur grande suggestibilité. Les sujets normaux se laissent suggestionner par le bâillement ou le rire contagieux. Avec les hystériques, l'hypnose réussit mieux et devient manifestation hystérique. Pour Bernheim, l'hypnose est un phénomène général et guérit diverses maladies nerveuses. Par la suggestion de sommeil, l'individu est disposé à accueillir de nouvelles suggestions. Pour provoquer le sommeil hypnotique, prendre les pouces du sujet à endormir, puis les lever, élever les mains jusqu'à la hauteur de sa tête et les ramener le long des bras et du corps, de les remonter ainsi de suite tout en fixant les yeux du sujet avec intensité. Faire fixer au sujet un objet brillant, placé non loin des yeux et un peu en haut de façon à provoquer une attention fatigante, et une fois dans cet état, l'ordre est calmement donné de dormir. Bernheim dit qu'une fois le sujet persuadé de son propre sommeil, il suffit d'approcher la main des yeux pour que les paupières se ferment. Phénomène d'autosuggestion à la base de l'hypnose. C'est la propre foi de l'hypnotisé qui l'a endormi. L'état d'hypnose est plus ou moins profond, c'est surtout les états profonds qui offrent de l'intérêt. L'hypnose fait faire une conduite entièrement inconsciente. L'observateur exerce sa puissance sur le sujet et il est véritable instigateur de ses actions. Le sujet exécute sans savoir qu'il répond à un ordre. Le sujet interrogé ne découvre pas la véritable raison de son acte. La raison est inconsciente. Au prix d'un gros effort de remémoration, d'obtenir un état de veille, une prise de conscience de l'ordre donné, une origine commune à ses attitudes et la dissociation. L'inconscient est selon Janet le revers de la conscience qui ne peut synthétiser l'ensemble de la vie psychique. Dans un état de santé psychologique parfait, la puissance de la conscience serait assez grande pour tous les phénomènes, mais quand ce n'est pas le cas, une désagrégation se produit et alors une idée suggérée peut dominer l'activité d'un individu. Les automatismes sont libérés, la mémoire inconsciente se révèle et agit surtout chez les hystériques. Janet, l'hystérie est une désagrégation psychologique, le rétrécissement de la conscience, faiblesse morale et misère psychologique de ces malades. Impuissance des sujets faibles, obéissance des idées inconscientes, fixes et inconscientes, du subconscient. Idées de suicide, d'homicide, les phobies,
Les actes accomplissent automatiquement quand elles sont distraites, permettant de deviner ses idées. Écriture automatique est plus précise que tous les autres. L'hystérie est une maladie de faiblesse qui fixe des idées et devient une maladie de l'inconscient. L'inconscient apparaît comme le fruit d'une diminution de la puissance du moi. Freud va dévoiler d'autres aspects de l'inconscient psychologique. Sa découverte propre est l'existence d'un inconscient dynamique, corrélatif du refoulement. Freud avait une soif de savoir dans les relations humaines. En 1885, il est élève de Charcot, puis il est médecin à Vienne, spécialiste des maladies nerveuses, électrothérapie et hypnose. Il va à Nancy en 1889, chez Liébaud et Bernheim, et il s'intéresse aux expériences de suggestion post-hypnotique. Le sujet ignore pourquoi il exécute un ordre, pourtant l'acte s'explique pour l'observateur. C'est le fruit d'une cause réelle, mais non consciente. Les vrais motifs de nos actes ne sont pas toujours connus. C'est à Nancy qu'il reçut ses plus fortes impressions des processus psychiques. En 1880, ce sont les travaux du docteur Joseph Breuer à Vienne qui l'ont mis sur la voie. La réminiscence sous hypnose de certains souvenirs d'un hystérique a provoqué la guérison. La patiente se délivrait de ses troubles, confusion mentale en exprimant verbalement ce qu'elle ressentait. Elle se racontait sous hypnose. Les symptômes névrotiques étaient en relation avec des événements oubliés du passé, ignorant ses liens avec l'existence des symptômes. L'hypnose avait pour résultat de découvrir ce rapport caché. Méthode cathartique, nettoyage de l'esprit. En 1893, il publie un ouvrage commun, Possibilité de causes réelles, mais inconscientes de certains actes. Freud étudie la névrose obsessionnelle, inexplicable sans admettre l'existence de processus inconscients. Hôte tout-puissant venant d'un monde étranger. Pierre Janet expliquait l'hystérie par des idées fixes subconscientes. Freud conclut à une relation nécessitante entre l'inconscience et ses idées, ainsi que les symptômes. Thérapie active des substitutions. Freud, la méthode thérapeutique ne doit pas s'attaquer à l'idée fixe, mais à son inconscience. Il s'aperçoit des limites de l'hypnose, récidive et pas toujours efficace, pseudo-guérison, travail rappelant la magie. Freud cherche par l'évocation des souvenirs avec l'association des idées. Une idée ou une image suscite la venue à la conscience d'une autre idée ou image. Rappel des souvenirs anciens, apparition de l'idée amorce, remontée des effets aux causes, aux raisons originelles. L'association libre livre le patient ses souvenirs et l'idée d'un point de départ. Sans arrière-pensée, il fait part des sentiments, de ses idées, de ses souvenirs et de ne céder à aucun motif qui pourrait lui dicter un choix. Règle fondamentale. Le malade est étendu sur un divan dans une demi-obscurité et Freud prend place derrière lui de façon à ne pas être vu. Difficulté du malade à énoncer toutes ses pensées, sélection, et il s'irrite. C'est une résistance, il sait rien ou trop d'idées lui viennent à l'esprit, enfin il a honte d'avouer. Il invente des excuses et des prétextes, appelle à la pitié, aux manœuvres de séduction, maladies simulées, point sensible, proche d'éléments douloureux. Le malade ressent une grande difficulté à les accepter et en faire part au médecin. Ces souvenirs sont maintenus en dehors de la conscience par une réaction instinctive, d'écartement. Freud dit qu'ils sont refoulés. Le moi se défend contre leur apparition consciente. Un mécanisme de défense se révèle. C'est en vertu d'un refoulement qu'il refuse de reparaître à la conscience. Clé de son système, le refoulement, processus qui se manifeste à nous par l'intermédiaire d'une résistance. Le médecin doit supprimer cette résistance. La psychanalyse est la méthode thérapeutique combinant la libre association et la lutte contre la résistance. À l'origine d'une névrose, une lutte s'est établie entre les grandeurs dynamiques contradictoires dont l'une s'est trouvée écartée par l'autre du seuil de la conscience.
conscience, élément psychologique opposé à la montée à la conscience, provoquant le refoulement dans l'inconscient. Symptômes et les conflits se perpétuent. Le refoulement effectué, il se perpétue sans relâche. Fin de la première partie, merci.